blanche. Tu nous mets dans l'ambiance, mais direct. C'est léger. C'est gai. Contrairement à ce deal qui était vraiment très difficile. Ah, c'est une musique paradoxale. Eh ben, on a le plaisir d'ouvrir ce nouvel épisode de Cash Out avec Axel Détour. 2 tours même. 2 tours. C'est comme ça que tout le monde m'appelle Alex Détour. Ouais. Alors que c'est Axel 2 tours. C'est un running gag. Et tous mes potes m'appellent Alex. Et je viens de te rater et sur le prénom et sur le nom. Non, tu m'as eu sur le prénom. Ah, donc, bien joué déjà. Premier, t'as déjà passé ce premier test. Parce que je sais que ta mère se trompe à chaque fois. Ouais. Ma mère m'appelle tout le temps Axelou, donc voilà, mais ça reste vraiment entre ma mère et moi. On a lancé avec Oregano. Yes. De Chili Gonzalez. Chili Gonzalez. Tu connais pas? Alors non, mais surtout j'ai douté de la manière dont j'allais le prononcer. Non, du coup j'ai gros stress que sur mon nom et mon prénom pour l'instant. Non, en plus je suis toujours très mal à l'aise avec le fait de pouvoir planter. J'ai failli te le demander. J'ai demandé juste avant à notre ami Thomas Duflo qui est chez Neuflis OBC, notre partenaire, et j'ai dit non, je préfère quand même te demander parce que c'est toujours embêtant de se planter en direct sur un nom. Et je fais quoi? Je me plante avec mon invité Axel de Tours. Bien joué. Donc on va parler de la session de Captain Wallet. Yes. À maintenant Brevo, putain, je confonds avec Brega, voilà. Mais t'aurais pu dire que t'as fait exprès. Non, même pas, tu vois. Et anciennement, donc Armand Tiberge, anciennement Sandine Red. Alors là, c'est fait exprès. Oh, j'aurais adoré si Sandine Blue. Aucun lien. Bref, Sandine Blue. Exactement. Devenu Brevo. J'aime calmer. On respire. Ouais. Et alors donc tout ça, comme vous pouvez le voir, pour ceux qui nous suivent, je suis toujours qu'à 48 heures d'avoir arrêté de fumer parce qu'on a enchaîné les 2 tournages. Donc c'est peut-être pour ça, donc je vais me détendre. Ouais, je vais t'aider à te détendre pendant c'est gentil. Tout ce podcast. Et Sacha, mon compère habituel, est toujours à Roland-Garros de semaine en semaine, et surtout aujourd'hui pour cette même journée de tournage. Bon, je vais le rejoindre après alors. T'y vas? Ouais, juste après. Ah, faut qu'on se dépêche du coup, sinon tu vas rater. Bah non, mais ce soir c'est Zverev contre Alex de Minaur. Ou Axel de Minaur, on ne sait pas. Alex, Axel, je sais pas. Et ben écoute, c'est à 19h, c'est la nocturne. Exactement. Ouais. Ou 20h, un truc comme ça. Ouais. Et ben j'y regarderai sur Prime. Si à 19h il faut qu'on se dépêche, il est quoi? Il est 14h30, j'espère que l'enregistrement va pas durer jusqu'à 18h. Je sais pas, on va voir. Ok. On a plein de trucs à raconter. Si on donne toutes les variantes possibles des noms, des prénoms. Bref, je le disais, excuse-moi Axel, on va parler de Captain Wallet, vendu à Brevo. Joli. Tout est OK. Alors, nous, on a fait nos petits calculs. Tu me dis si je me trompe. Vous faisiez un peu moins de 5 millions d'ARR au moment de la session sur une estimation multiple d'ARR qu'on a pris un peu moins de 5. Nous, on tombe globalement aux alentours de 25 millions. Donc, si on fait une grosse fourchette, vous avez vendu la boîte entre 20 et 30. J'imagine qu'on ne se plante pas à 10 millions près. Chacun fera ses déductions. Ouais. Nous on communique pas sur ce chiffre. Tu serais pas le premier entrepreneur à pas communiquer à notre antenne. Une réponse que tu as souvent. Ouais. Et en même temps, ça je vais pas déroger à la règle. Non, mais ça nous empêche pas de vous inviter parce que ce qui nous intéresse c'est pas le montant. C'est même pas toi qui paye le café là ce midi. Donc ce qui nous intéresse c'est l'aventure. Okay. Et justement, on va revenir sur toute l'aventure de la session de Captain Wallet. T'es encore dedans, je le précise, ultra impliqué. Carrément. Et notre deal, par contre, c'est que tu vas me raconter quand même aussi les moments qui ont été plus compliqués dans les négos, etc. Je sais pas si t'as dû échanger en amont avec Armand, les équipes, etc. Non, j'en ai parlé forcément aussi avec eux, parce que c'est assez récent, tu vois, c'était il y a 1 an et demi.
puis ça, il y a eu beaucoup de rebondissements mais voilà, qui se sont bien terminés, et du coup c'est intéressant, de la raconter, quoi. Mais c'est important, et moi je pense que même Armand, qui est entrepreneur, comprend l'intérêt aussi du learning pour les nouvelles générations d'entrepreneurs, de comprendre comment ça peut se passer, ce genre de deal. Et ben mon cher, on plonge directement dans l'aventure, le jour de la signature, le jour du signing. Il y a souvent un avant, un après ce jour-là, comme on dit. Et donc là, toi, tu nous as proposé Océan Rouge de Flavien Berger. Burger. Non, de Flavien Berger, ouais. Et donc, on ferme les yeux, on s'imagine se réveiller à ta place, chez toi. T'es à Paris ? À Bordeaux. À Bordeaux. Ouais. D'où l'océan, peut-être. Faut pas dire c'est la mer, hein, quand t'es sur la côte comme ça. Oh là là, sacrilège. C'est l'océan. C'est comme dire Alex Détour, quoi, c'est pareil. Côté années 80. Je me risquerais pas. Est-ce que tu connais Flavien Berger ? Pas du tout. Pas du tout non plus. Non, on dirait, parce que tu chantes vachement bien. C'est gentil. Non, alors le choix, il n'est pas que lié à l'océan. Non, le choix, il est lié aussi à cette... donc Chili Gonzalez, qu'on a entendu au début, comme Flavien Berger, c'est des artistes vraiment que j'écoute énormément depuis pendant toute l'année, toute l'aventure Captain Wallet. Donc ils m'ont vraiment... accompagné pendant toutes ces années, tu vois. Donc j'identifie beaucoup toute cette période-là avec ces personnes-là, qui sont des artistes que j'aime énormément, que j'apprécie sur plein d'aspects différents. Chili, c'est un virtuose du piano. C'est un type qui est assez déjanté, complètement mégalo. Il se définit même pas comme un pianiste, alors que c'est un virtuose du piano. Ouais. Il se définit comme un entertainer. Ses concerts sont complètement incroyables. Je suis allé à 5 ou 6 de ses concerts. Et il est hyper inspirant. Et puis surtout, il a juste une musique qui est extraordinaire, qui peut être très calme, qui peut être du rap, il est producteur, etc. Chili Gonzalez, qui était le piano qu'on a entendu sur l'ouverture au début, de ton épisode. Voilà. Et t'as Flavien Berger. Flavien Berger, lui, c'est plutôt de l'électro française. C'est même pas il y a la fameuse French Touch française. C'est même pas, c'est de la méta French Touch, quoi. Il est au-dessus de ça. C'est assez underground, enfin plus trop maintenant, parce que c'est quand même quelqu'un qui a quand même pas mal de succès, et qui, moi avec tout un groupe d'amis, nous a pas mal, on l'écoute assez souvent. Ouais. Et cette musique-là, a une intro qu'on a un petit peu entendu au tout début, qui est assez mystérieuse, avec un son qui est assez, on est un peu dans l'espace, quoi. On sait pas trop, on flotte un peu, voilà, on sait pas trop. Et que moi, quand je me suis réveillé le jour de la signature, je savais pas trop comment ça allait se passer, qu'est-ce qui allait se passer, et j'étais loin d'imaginer ce qui allait se passer, pour être tout à fait honnête. Je t'aurais demandé de faire la punchline pour nous mettre dans l'ambiance. C'était mot pour mot ce que j'aurais choisi. Parfait. J'étais loin de deviner ce qu'allait se passer. Ça fait un petit moment et on y reviendra, que les négos avancent. Brévo était pas le seul repreneur potentiel. Je sais que tu vas jouer des coudes pour que ce soit eux. Je remets un tout petit peu de contexte, mais on redétaillera après. Tu vas jouer des coudes pour que ce soit eux. Et je sais pas si tu racontais des choses avant, mais à 2 heures du signing, il y a un petit truc à raconter avant quand même, qui est une anecdote qui est assez marrante. Quand on a... j'ai pas, t'inquiète, défloré les débuts de Captain et tout, mais au début de Captain, quand on commençait à essayer de vendre la solution, en fait, on s'appuyait souvent sur des partenaires. Et il y avait une boîte avec qui on bossait et qui nous avait fait qui nous avait fait permis de pitcher chez Sephora. Trop cool, Sephora, parfait, dématérialisation de leur carte de fidélité, ils ont des millions de volumes, on se dit...
c'est génial, donc on va pitcher une fois. On sent des gens intéressés, mais après, même si on était un peu des newbies sur le truc, on se doutait bien, tu vois, que une boîte comme ça, pour la signer, ça allait prendre vachement de temps, quoi. Et puis le gars du partnership, il va aller revoir sans nous pour d'autres trucs, et puis il nous écrit un mail en disant c'est super, Sephora ils sont au taquet, et il termine son mail par c'est quasi chose faite. Et ce truc-là, ça nous a fait marrer parce qu'on s'est dit non mais ils planent complètement. On les a vus une fois. Il les connaît à peine, c'est quasi chose faite, Sephora, mais non, quoi. Et tu vois, ça, je pense, c'était en 2015 ou 2016. Sephora, ils les a signés en 2021. Ah oui. Tu vois, le quasi chose faite, ça prend un poil de temps. Et ce truc, c'est quasi chose faite, c'est une phrase qui est devenue un running gag chez nous. Une joke, à chaque fois qu'il y avait un truc qui était vraiment très loin de se faire, c'est quasi chose faite. Et en revanche, à chaque fois qu'il y avait un truc qui était à 2 doigts de se faire, il était interdit de prononcer cette phrase. Et là, j'étais hyper superstitieux là-dessus. Un mois avant la signature du deal, donc là, fast forward 2022, il y a Bertrand, donc, qui est un des fondateurs de Captain White. Il y a 2 autres fondateurs, donc Alexandre Plichon et Bertrand Leroy. Donc, ils sont mes 2 acolytes depuis le début. Et Bertrand, qui est le CTO, un jour, il vient au bureau et il me dit « J'ai un cadeau pour vous, les gars ». Et il sort de son sac un t-shirt sur lequel il avait imprimé « C'est quasi chose faite ». Moi, je prends le pas truc... Lié au deal, hein. Pas lié au deal. On sait pas trop. Dans le cadre du deal. C'était lié au deal, quoi. Et lui, c'est toujours foutu de moi, tu vois, en disant avec ta superstition, ton truc, on s'en fout, tu vois, arrête avec ça. Et moi, je vois le t-shirt, je prends le t-shirt, je dis ah, c'est drôle, c'est marrant, franchement, c'est marrant, mais au fond de moi, t'es là, mec. Il me dit non, mais attends, c'est il quoi va ce nous truc, planter le deal. Il va croire que c'est à cause de lui, mais pas du tout. Et donc, le matin, je reviens. Le matin, je suis devant mon armoire et je vois ce t-shirt. Je dis, bah, tu sais quoi, je vais faire un bras d'honneur à la superstition, à la destinée, au Fatoum, au Mektoub, appelle-le comme tu veux. Je vais mettre le t-shirt. Je mets le t-shirt. Et la journée se passe et la signature quelle heure doit avoir lieu à 16h. Ok. Difficile de bosser. Et du coup, vers, je sais pas, 14h, chose que je fais jamais. Je suis un vendeur à la base. Tant que c'est pas signé. J'enjoins toutes les personnes qui bossent avec moi depuis des années de jamais lever les bras avant que ce soit signé, limite avant que l'argent soit sur le compte quand on a signé un deal et tout. Bon, en même temps, là, c'est quasi chose faite. En même temps, c'est quasi chose faite. Je pense qu'on peut le dire. Et j'ai mon t-shirt, je me balade et puis je vais faire un truc que je donc m'autorise jamais à faire. Je me dis, je vais quand même acheter une petite bouteille de champagne pour le fêter au moins avec ma femme qui m'a supporté à tous les sens du terme pendant toutes ces années. Et en revenant tranquillement de mon petit tour pour aller acheter du champagne, j'étais dans ma voiture et là je vois téléphone qui sonne et donc Armand Thiberge. Et là, feeling instantané de oh, c'est pas normal. La merde. Le mec m'appelle 2 heures avant, c'est pas bon. Et donc je décroche, salut, ça va? Il dit bah, oui, ça va, bah, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Et je dis bah attends, il peut pas y avoir de mauvaises nouvelles aujourd'hui, c'est impossible. Et bah si. Et voilà, c'est un peu compliqué. On a revu le board. Bon bah t'as vu le contexte. Donc là je restitue qu'on est en novembre 2022. Donc t'as que des articles de presse et des notifs qui tombent tous les jours sur ton téléphone qui disent à quel point la French Tech est en train de se casser la figure. Et donc voilà, donc honnêtement, je sais pas ce qui s'est passé, mais il se trouve qu'il arrive avec cette conclusion et qui dit voilà, et je lui dis mais du coup c'est quoi la bonne? Et il me dit bah c'est qu'on va quand même faire le deal, mais pas exactement avec les mêmes termes. Voilà, c'est un peu trop cher. On va trouver un mécanisme, etc. Moi là, je manque d'écraser 4 ou 5 personnes en bagnole parce que j'étais à 2 doigts de m'évanouir. J'arrive chez moi, j'appelle Alexandre et Bertrand, je leur dis bon bah voilà, ils me disent non mais tu déconnes et tout, non bah conf call avec les 3 en même temps, puis l'autre conf call avec les 3, enfin tous les 3. Tu leur annonces comment? Oh bah cash direct, bah les gars, ouais, je sais plus ce que je dis, mais en tout cas un truc pas positif quoi. Bon, c'est quasi chose faite. Je dis c'est quasi pas fait en fait. Et du coup alors là s'ensuivent des heures à la fois très précises dans ma tête, un peu brouillonne. Moi honnêtement j'étais complètement sonné.
J'étais vraiment syncopé, quoi. J'avais plus à parler. Il y avait là, tous les calls entre nous, puis avec les avocats, avec le banquier d'affaires, avec les investisseurs et tout. Et franchement, ce dont je me souviens, c'est que tout le monde était hyper constructif et bienveillant, tu vois. Faut trouver une solution. Ouais, faut trouver une solution. Et puis, on est avec vous. Tu vois, le banquier d'affaires dit, les gars, c'est pas grave, on va trouver un moyen. Oui, personne s'est risqué à je te l'avais dit. C'est-à-dire parce que vous aviez décidé de mettre de côté une offre ferme. Ouais. Quelques semaines avant. Ouais. Donc ça, il n'y a pas eu ça. Non, mais toi, tu y penses. Écoute, pour être tout à fait honnête, bien sûr que j'y pense, mais ça m'obsède pas. Je pense que ça m'aurait vraiment obsédé si ça s'était pas fait. Ça, c'est sûr. Et j'en profite. Est-ce que tu t'es senti épaulé à ce moment-là par les différents conseils qui t'entouraient ou... Ouais, très honnêtement, on avait... C'est une question de Thomas Duflo, je précise pour ceux qui nous entendent seulement en version podcast. Ouais, franchement, tu vois, on avait un investisseur qui était M Capital, et qui lui avait un enjeu, tu vois. Il fallait qu'il sorte ses fonds, donc il avait un enjeu de timing qui était important, et on arrivait vraiment au bout de ce timing-là, et malgré ça, voilà, il a été hyper constructif et hyper aidant. Notre banquier d'affaires qui a toujours été là et qui a été vraiment dans ces moments-là, il avait les mots, il nous remettait en selle, etc. C'est quoi les mots ? Franchement, c'était vraiment de se dire, voilà, c'est un événement. Ça arrive, c'est relou. Pas comme un autre, mais c'est un événement. Ça arrive. Et c'est pas la fin du monde, c'est pas la fin de votre boîte. Vous avez tout ce qu'il faut, en fait, pour soit attendre et puis tu retentes un deal un peu plus tard. Soit relever des fonds. Enfin, tu vois, on avait plusieurs options, quoi. Moi, je le détaillerai peut-être après, mais on avait plusieurs options, effectivement, au début. Donc, on a été vraiment vachement bien aidés. Moi, j'ai pas du tout vu de la part de n'importe qui. Je te l'avais dit, tu vois. Ils auraient pu faire un t-shirt après avec, si vraiment ça n'avait pas été fait. Mais donc voilà. Donc à ce moment-là, on est dans cette situation-là. Et puis, donc se passe, tu vois, je sais pas, 4-5 heures et tout. Ma femme rentre, savait que cette journée était importante, voit que je dis pas grand-chose, n'avait pas eu de texto. Donc bon, c'était bien qu'il y a un truc, qu'il y a un problème. Moi, j'étais avec mon t-shirt. Encore comme un blaireau, quoi. Ce t-shirt-là, il a fini dans le feu, quoi. Je faisais un feu, c'était en novembre. Et je l'ai enlevé, je l'ai foutu dans le feu direct, quoi. Ce jour-là? Ouais, tu vois. Là, au moment où quand ma femme rentre, je dis, non, c'est compliqué. Et puis après, donc on a, pendant la soirée, une partie de la nuit, avec Alex, avec Bertrand, on a refait les chiffres. Alex, il les connaissait par cœur, c'est lui qui gère les chiffres de la boîte depuis le début et tout, mais moi, il les a refait avec nous et tout. Par acquis de conscience, voir les options. Ok, en fait, c'est quoi en fait, quel est le problème, quoi. Et en fait, le problème, c'est que fondamentalement, il n'y en avait pas. Le seul problème, c'est qu'on avait dépensé beaucoup d'énergie, de temps pour trouver un acquéreur, pour se projeter dans une nouvelle réalité, pour accélérer la boîte, etc. Mais ça se fait pas. Mais ça se faisait pas. Mais en fait, en vrai, notre boîte, elle faisait 50% de croissance, elle faisait 25% de rentabilité. On pouvait toujours recruter, changer de bureau si on a envie, tenter des nouveaux marchés, etc. Donc, oui, c'était dur, mais c'est pas la fin. Mais c'est pas la fin, tu vois. On n'était pas à la cave en train d'essayer de ressusciter après un Covid dur. Non, on était vraiment une station qui était plutôt hyper encourageante, quoi. Alors deux choses, l'avant-appel d'Armand et l'après. En fait, tu disais il sortait d'un board. Ouais. Vous saurez au final qui bloquait ou pas. Je te demande pas de nom, mais quel est oui, on sait. Pourquoi, on sait pourquoi. Ouais. Et vous avez pu. Ouais, bien sûr, on a discuté. Je sens que tu vas pas, j'y vais pas plus. L'après, donc il y a toute cette journée-là, un peu tard dans la nuit. Vous allez vous reparler, rééchanger rapidement avec Armand et vous dire on va quand même vous faire une offre. Là, ça attend. Alors, oui, il y a eu un échange qui on va essayer de trouver un truc, qui peut rencontrer les intérêts de tout le monde, etc. C'était une solution qui était pas vraiment aboutie. Enfin, en même temps, je me mets à leur place aussi, quoi. Ils venaient d'avoir l'info aussi.
il y avait un truc qui a été négocié pendant longtemps, il faut trouver un espèce de truc qui Entre permet de deux, satisfaire tout le monde ouais. entre deux. C'est super compliqué, quoi. Surtout que dedans, t'as tes histoires de cash, d'échange d'actions, enfin, tu vois, c'est quand même, il y a Ouais. plusieurs étages, donc c'est compliqué. Et donc voilà, donc non, il y a, c'était y a pas, pas un truc. c'était pas juste un moyen de négo un peu à la baisse. Ça, pour le coup, j'en sais rien. Mm. Tu vois, moi, je sais pas si c'est le fond qui a tenté un truc, Ouais. si c'est. Enfin, bon, vraiment, je sais pas, quoi. Je sais pas. Par contre, ce dont on a discuté, c'est le fait que ce soit passé, que bah ouais, le timing était trop compliqué. Si tu veux, nous, le lendemain, donc toute notre boîte était au courant qu'il allait se passer quelque chose. Ils savaient pas exactement, mais ils savaient qu'il allait y avoir une grosse annonce et que ça concernait soit une levée, soit une vente, enfin un truc qui allait changer la boîte. Donc ils attendaient, on avait prévu une teuf, Donc t'avais réservé une tout le salle. monde était chaud. Je sais plus ce qu'on avait, ouais, sûrement, ouais. Je sais plus trop ce qu'on avait prévu. Donc je peux dire que le call du lendemain matin, en plus moi j'étais pas à Paris, ni Alex ni Bertrand d'ailleurs, donc c'était des visios avec nos équipes respectives. Quoi. Bon bah en fait, franchement t'as vraiment les pieds en dedans, quoi. Tu te sens vraiment pas bien, quoi. Et voilà, mais ce qu'on s'est dit, en tout cas moi ce que je me suis dit, c'est que ce que je dois leur dire, c'est un truc que alors moi j'arrive pas, et c'est un truc, je trouve, c'est un principe qui est vrai d'une manière générale, c'est-à-dire moi je fais beaucoup mon job, c'est de faire des ventes pour un boîte, c'était ça ma casquette chez Captain Wallet principalement, et c'est ce que je fais aujourd'hui chez Brevo, mais en fait quand tu fais une négociation, quand tu dois convaincre de quelque chose, il faut que tu sois absolument toi-même totalement convaincu. Si tu l'es pas, ça Si marche tu l'es pas, pas, c'est c'est mort. évident. C'est mort. Et Tu donc, vas pas leur dire j'ai la meilleure nouvelle du monde, on va pas faire le deal, les gars. Non, Mais c'est incroyable. Ça c'est vraiment un truc déjà. À 3, attention, derrière votre Teams, on met tous un smiley. Ah non, naturellement, moi déjà, je peux pas le faire. Et puis, donc moi, ce que je voulais dire aux équipes, c'était un truc qui était voilà, totalement réel. Enfin, de manière générale, je suis toujours assez transparent, un peu cash, et de leur dire voilà. Ben, ce qui s'est passé, c'est ça, et la nouvelle réalité, c'est ça, et donc voilà. Mais bon, c'est un moment qui a été vraiment dur, sachant que parallèlement, c'est passé cette soirée-là, cette nuit-là, où on discute entre nous de qu'est-ce qu'on fait, etc. Et l'issue de ça, c'est de dire, bah écoute, non. En fait, on y va quand même. On fait pas le deal si c'est pas dans les conditions dans lesquelles on l'avait négocié, quoi. Et un peu, puis on était un peu en colère, hein, franchement, au fond de nous. On était un peu en colère, et notamment parce qu'on aimait bien les gars avec qui on discutait, on aimait beaucoup la boîte, enfin ça se passait vraiment bien, quoi. Tu t'avais projeté les synergies. Donc tu te sens un peu d'un coup trahi, délaissé. Enfin, si je mets ça en lien avec une relation amoureuse où tu te séduis et puis d'un coup, tu comprends pas pourquoi t'es ghosté, quoi. Ouais, t'es un peu, ça change complètement de direction. Et en même temps, tu sens que c'est un truc qui est un peu, je sais pas si c'est vrai d'ailleurs, mais tu sens que c'est quelque chose qui est un peu subi aussi. Ouais. Donc, si voilà, tu l'as ressenti, il y a des chances que. Ouais. Après, je peux toujours me tromper, mais c'est ce qu'on a ressenti. Mais quoi qu'il en soit, t'es déçu et tout, et donc t'es un peu en colère. Et donc, du coup, le lendemain matin, nous, notre banquier d'affaires s'appelle Frédéric Boss, qui est un super gars. Alors, les gars de Brevo le trouvent moins super, mais il a bien fait son rôle de banquier d'affaires. De fusible, on va dire, à certains moments, parce c'est un gars qui est dur en égo, qui lâche pas, et qui nous a vraiment hyper bien accompagnés pendant tout le process. Et lui, il nous dit, bon voilà, considérez que c'est mort. Enfin, si vous décidez que vous n'allez pas sur la nouvelle offre. Attends, là, tu l'as pas encore, la nouvelle offre. J'ai une espèce d'ébauche qui est voilà, qui est non, on est le mercredi. Ouais, on est mercredi soir, mercredi 30 novembre 2022. Il est 15h. Il est 15h18, 37 secondes. Ouais, Armand m'appelle, me dit ça. Ok, on devait signer 2 heures après. Donc là, le soir, là déjà, t'as un début d'approche d'offre un peu à la baisse où tu. Ouais, alors clairement à la baisse, une idée très très nette à la baisse. Et puis donc du coup, pour compenser ça dans le temps, en fait, une ébauche d'offre. Et le vendredi. Et ça, donc on est mercredi soir, et le jeudi matin, Fred Boss, donc le gars de la banque d'affaires de Transaction et compagnie, ouais. Non, mais ça, le soir, il nous avait dit, mais il dit, franchement, voilà, vous amusez pas à les rappeler,
c'est comme avec une nana, quoi. Ou une nana avec un mec. Enfin, Ouais, bref, c'est comme avec inversement, quelqu'un avec qui t'as envie d'être. Si tu montres que t'as envie, c'est que tu montres que, en fait, t'es en demande, quoi. Et c'est pas ce qui donne le plus envie. et voilà, Ouais. et montrez pas ça, quoi. Et montrez pas ça. Et donc, du coup, ça appelle le jeudi matin. Et on répond pas, quoi, avec Alex. Et puis nous, Là, c'est les conseils de Brévost qui rappellent, c'est Armand qui rappelle. non, c'est alors il y a évidemment il y a Michael Arias qui est un autre Oui. fondateur de Brévost et qui avec lequel depuis le début on échange énormément. Voilà, c'est lui qui porte, qui a développé vraiment toute la partie enterprise de Brévost. C'est Brévost, c'est plutôt une boîte self-service, et la partie enterprise qu'ils ont développée, c'est vraiment C'est lui lui qui qui l'a la porté gère. depuis 3-4 ans. Et donc c'est lui qui a été très moteur sur la plupart des deals faits par Brévost depuis 2-3 ans. Il y a quand même, je crois, une dizaine de deals. 8 ou 10 deals, j'ai un petit doute, mais bon, beaucoup de deals. Et donc voilà, ils essaient de rappeler et tout. Et nous, je fais une vieille technique de sales qui vaut ce qu'elle vaut. Mais je dis, du coup, c'est plus nous, c'est plus Alex et moi qui allons parler. On boude, quoi, on est de notre côté. C'est Bertrand, qui est l'autre CTO. Tu qui le est notre dis fondateur. ou tu juste tu réponds pas et... Non, je réponds pas et je dis à Bertrand, maintenant c'est toi qui, si t'es chaud, quoi, il faut changer d'interlocuteur, c'est toi qui va prendre le lead, quoi, sur un négo, quoi. Et Bertrand, bien sûr, il les connaissait, il les avait vus et tout, mais c'est pas lui qui était principalement sur les négos depuis le début. Et donc on a changé d'interlocuteur. Honnêtement, j'en sais rien, ça a changé quelque chose, mais bon, voilà, Bertrand, c'est un type qui sait pas faire, c'est un Savoyard doublé d'un Breton, c'est un tech, ça fait des années que il vit des trucs forts et pas faciles, je pense, par certains moments chez Cat & Wallet pour monter toute la stack technique. Donc voilà, c'est un gars sûr, quoi. On sait que ça ira au bout avec lui, et donc du coup c'est lui qui fait toute la négo. Pour nous, il n'y avait pas de négo, hein, en fait, mais la négo, c'était déjà de dire le message qui était très dur à dire parce qu'on savait qu'il y avait 90% de chances que ça fasse tomber le truc, et de dire non, désolé, en fait, Non, bouge pas. nous on bouge pas, quoi. C'est ça ou c'est rien. Ça, c'est dur à dire. C'est dur à dire parce Faut être prêt à le tenir. Ouais, faut En être prêt à fait, le c'est tenir. aussi Ouais. simple que ça. Il faut être prêt, en fait, à accepter que ton deal puisse ne pas se faire. Et ça, j'ai un ami qui s'appelle Amaury Dezombres qui m'avait dit ça un jour. Dans un autre moment, je raconterai, qui m'a dit, il faut que tu acceptes que peut-être ton deal ne va pas se faire. Et moi, quand il m'avait dit ça la première fois, je disais, mais non, bien sûr que ça va se faire, j'ai plusieurs options, c'est sûr. Et en fait, là, j'ai vraiment touché du doigt ce qu'il m'avait dit, qui était qu'en fait, il faut te mettre vraiment dans la tête que ce truc-là peut ne pas se faire. Tu peux ne pas avoir de deal et te retrouver, donc 8 mois, 9 mois, 1 an après avoir commencé ton process, Et que ça te ne- retrouver ouais, sans rien, quoi. Et a fortiori, quand tu décides de tenir une position, en sachant que c'est plus Exactement, la ouais. position sur laquelle Une position forte, ils quoi. étaient prêts à aller. Ouais. Ouais. Et donc voilà, donc il leur délivre ce message. Et là, on est le jeudi, tu vois, et puis ça discute un peu, mais pas tant que ça. Je pense qu'eux, ils cherchent des solutions de leur côté, etc. Moi, le vendredi soir, de toute façon, j'avais un truc qui était prévu. C'est que je partais surfer au Maroc avec des copains. Et voilà. Et les vagues n'attendraient pas. Quoi qu'il est arrivé, je partais. Enfin, de toute façon, Ouais. tu vois, je sais pas combien de temps ça allait prendre et tout. Et donc, je me retrouve à l'aéroport de Bordeaux. Et là, ça commence un peu à s'agiter, ça reparle et tout un petit peu. Et là, on a un Teams avec je sais plus qui exactement. Et donc, j'étais en train de monter dans l'avion et tout. Et en gros, ils ont conservé l'offre, quoi. À une toute petite exception près sur une partie de leur node, mais qui était pas un truc qui était pas dingue, qui était relativement fair en plus d'une certaine manière, et qui a fait que on s'est dit en fait on a bien fait de tenir. Je pense que ils ont peut-être gagné la petite chose pour avoir quand même le sentiment de pas être exactement sur la même offre qu'ils avaient refusé quelques jours avant. parce que Non, mais t'es obligé à un moment bien sûr. d'avoir un micro-truc sur lequel t'as le sentiment c'est clair. Mais donc oui, je pense que c'était ça. C'était pour vraiment dire qu'on n'a pas fait tout ça pour rien, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Donc moi, j'étais dans l'avion.
content, mais pas leçon apprise. Et pourtant, j'étais censé avoir appris depuis toutes ces années-là. Et voilà, que tant que rien n'est signé, rien n'est fait. Sachant qu'en plus, nous, comme pas mal de boîtes, t'as le signing, puis après t'as le closing. T'as le closing. Nous, c'était pas en même temps. Le closing était encore après. Ça a eu lieu longtemps après. Non, le 22 décembre. Donc là, on est le début décembre. Ça a eu lieu le 22 décembre. Ok. Closing, je rappelle, c'est le moment aussi où tu as sur ton compte les fruits de la session. Et j'étais encore au Maroc le jour où je l'ai appris et t'as pas passé un moment où tu fais des allers-retours? Je fais des allers-retours, mais j'y vais rarement, mais c'est trouvé là que j'y suis allé 2 fois assez rapidement. Ouais. Et ce moment-là, parce que du coup le signing qui était pas vraiment le signing, mais qui était obligé d'être raconté comme ça au moment dans l'aventure du format, le jour du closing est particulier? Il est un peu particulier. Alors déjà, le vrai signing du coup, qui a été décalé une semaine après, je m'en souviens même pas. J'ai appelé hier Alexandre en lui disant, mais tu te souviens du jour où on a vraiment signé? Parce que moi, j'ai aucun souvenir. Et lui me racontait, bah ouais. Et moi, il a signé sur un parking, sur le toit de sa bagnole avec son ordi pour le signing. C'était hyper tard, on avait relu 30 000 trucs et tout. Mais moi, j'ai aucun souvenir. J'ai l'impression que ma mémoire a totalement été absorbée par ce premier jour manqué. Ouais. Par contre, le closing, je m'en souviens très bien parce que c'était aussi un peu atypique. Donc, j'étais encore une fois au Maroc. On était en famille, c'était à Noël et tout, donc et ça avait lieu tôt, c'était à 7h du matin, et donc je me suis levé, il faisait nuit encore, je me lève tout seul dans l'hôtel, rien n'est allumé, etc. J'allume mon ordi, la borne Wi-Fi est pas allumée, donc je me débrouille pour mettre le truc, un peu stressé et tout machin, parce qu'il faut que tout le monde se mette en DocuSign, tu vois. Puis t'as tout le monde en visio. Moi, j'ai pas du tout eu les signatures dans les grands cabinets avec les grandes tables et tout, quoi. J'aurais bien aimé d'ailleurs, je pense que c'est sympa. Mais... C'était pas mal aussi à l'hôtel. Face à la mer et tout, non, c'était plutôt cool. Et surtout personne, l'appel de la prière au loin, enfin, c'était vraiment super beau et tout. Mais donc, j'ai ce truc de closing avec mon ordi, enfin, tu vois, c'était marrant d'avoir cette espèce de fossé, quoi, entre les deux mondes dans lequel on était. Dans lequel j'étais à ce moment-là. Et là, donc tout le monde se met en visioconf, ça commence à marcher, etc. Les DocuSign commencent à arriver et tout. Et puis DocuSign, quand tu veux signer un vrai truc un peu important, il te demande de confirmer ton identité avec un lien que tu reçois par SMS. Okay. Et moi, j'étais au Maroc. Et moi, ça n'arrive pas. Bip SMS, je ne le reçois pas. Et je le reçois pas pendant 1 minute. Déjà, à ce moment-là, c'est long. Mais alors, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Et là, tu fais renvoyer 30 fois. Je commence à regarder les billets d'avion pour me casser et aller, je sais pas, en Espagne, en France, n'importe où je peux avoir un réseau qui reçoive ces textos. J'envoie un message au helpdesk de DocuSign pour leur dire comment je peux faire et tout. Enfin, et là, tout le monde qui attend sur DocuSign. Alors, avec la solution française YouSign, ça aurait peut-être été plus rapide. Joli, beau placement de produit. Et donc voilà, t'as tout le monde en visio qui dit alors, Alex, t'as reçu ton texto, et il était arrivé finalement au bout d'un quart d'heure. Et là, quand tu reçois, t'es là, ok. Tu vois. Donc là, j'ai eu mon closing, et bon, il est quoi, 8h30 du mat. Pas grand monde qui est réveillé, t'es tout seul, tu dis wow. Et là, je me suis. Et là, t'as fait plus de bruit que le muezzin. J'ai fait plus de bruit que le muezzin. Non, et après, ce qui est assez drôle, c'est que on est parti en famille toute la journée en balade dans le désert marocain derrière. Donc là, pour le coup, pas de réseau, tu vois, t'as rien. Et là, vraiment, tu passes ta journée à marcher dans la montagne, sous les oliviers, c'est hyper beau, mais t'es vraiment très, 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 très loin, aux antipodes de, tu vois, cet environnement de signature, etc. Et surtout, j'ai pas de réseau, quoi. J'ai pas de réseau, mais je me dis, attends, on s'en fout, t'as pas de réseau, tu vas pas être checké, que t'as tout bien reçu et tout machin, tu checkeras quand tu rentreras et puis basta. Passe la journée avec une famille marocaine qui te fait le couscous, enfin, vraiment, je suis pas du tout dans l'esprit. Et puis là, je rentre dans l'hôtel, j'étais avec mes 2 beaux-frères et tout, on discutait et tout. Et bon, quand même, tu vois, je leur dis, bah, allez-y les gars, continuez, je vais juste checker un truc dans la chambre d'hôtel, voir, j'étais pour taper le wifi. Et là, je reçois, voilà, le signal. Et donc là, tu vois que les fonds étaient transférés et que ça y est, en fait, t'es plus propriétaire de ta boîte, que t'as échangé des actions, que
que tu as une sacrée page qui vient de se tourner, quoi. Et avec des nouveaux moyens aussi, ça transforme une vie. Ouais, bien sûr, ça aide beaucoup. Ouais. Voilà, j'ai pas non plus, tu vois, vendu Instagram. Hein, ça reste des montants qui aident énormément dans la vie, ça c'est sûr, qui donnent un peu une sensation de mettre un peu à l'abri tes proches. Donc ça c'est super important. Et puis après, voilà, il y a d'autres phases dans le deal qu'on a fait avec Brevo. Il y a pas que du cash. On est aussi très investi dans Brevo. C'était vous avez aussi réinvesti, que je peux dire combien de pourcents? Ouais, on a 60% en cash qu'on a pris, puis 40% qui sont réinvestis dans Brevo. Et on avait le choix hein, sur ce qu'on pouvait réinvestir chez Brevo. Donc voilà, on est vraiment sur. Non, mais c'est que vous croyez dans l'avenir du groupe. À fond, ouais, carrément. Ouais. C'est vraiment un truc qui était très très clé pour nous, quoi. Alors, on va faire très rapide parce que alors là, je crois que c'est l'histoire du signing la plus longue. Non, pas du tout. T'excuses pas. Non, mais je voudrais que qu'on fasse dans l'intégralité l'épisode et que ce soit pas juste un quasi épisode. Donc on va faire un gros flashback rapide avec The Whitest Boy Alive, Burning, pour raconter les débuts de l'aventure. Yes. Ça, c'est vraiment une de mes chansons fétiches. Ouais. J'écoute. So many people turn me one way. So many people turn me to stay. Never time to my mind me up. Caught in the motion, then I don't want to stop. So many people turn me one way. So many people turn me to stay. Never time to my mind me up. Caught in the motion, then I don't want to stop. Alors, long story short, tu vas avoir toute une partie de ta vie dans les cabinets ministériels. Ouais, exactement. Là, en fait, 2 ans. Ouais, 2 ans. Ultra intéressant, j'imagine. Génial, super expérience, très, très formatrice. Et après ça, tu vas partir chez McDo. Exactement. Tu veux dire un mot très rapide parce que c'est option frites et sundaes. en XXL. XXL, évidemment. En maxi best-of. Ouais, c'est après, je me suis retrouvé à bosser pendant 2 ans chez McDo, qui était aussi une expérience qui était vraiment géniale. Donc déjà, j'ai découvert une boîte. C'est pas évident au début de te dire que tu vas aller bosser pour McDo. Donc j'étais une sorte de chef de cabinet, si tu veux, du boss de McDo France et Europe du Sud. Et je m'occupais aussi d'une partie de la communication de McDo, donc communication corporate. Et voilà, tu vois, j'étais en cabinet ministériel un mois avant, j'étais au Quai d'Orsay, et puis je me retrouve un mois après à me faire hurler dessus par un manager parce que je fais pas les coca assez vite, parce que t'as un stage, t'es obligé de un stage passer par en là, resto ouais. d'ailleurs qui est hyper bien, qui est hyper. Enfin, je pense que c'est essentiel en fait de faire ça, et j'aime bien cette culture-là. Il y a plein de boîtes qui le font, Decat, Leroy et tout, ils font ça aussi. Et c'est chez Ça McDo. apprend l'humilité en tout cas. Ouais, carrément. Et d'autant plus quand tu viens de cabinet ministériel Ouais. où, bon, je sais pas si j'ai pris la grosse tête, j'espère pas, mais je veux dire vraiment, tu fais 2 univers qui sont vraiment complètement différents, quoi. Et donc ça, je me suis retrouvé chez McDo parce que belle opportunité, super marque, énorme marché, etc. J'ai rencontré des gens vraiment top, quoi, d'un niveau assez important. Je fais volontairement l'accélération et là m'en veux pas, mais parce que ce qui m'intéresse c'est comment à un moment on arrive de McDo à en très accéléré l'aventure Captain Wallet. Ouais. En fait, chez McDo, c'est là où j'ai vraiment touché pour la première fois le digital. C'est une boîte qui était hyper en avance sur le digital.
et qui touchait plein de sujets. Et notamment, elle a commencé à toucher beaucoup de sujets reliés au mobile, avec une application qui était extrêmement téléchargée, beaucoup de volume, beaucoup d'activités dessus. Et ils commençaient à utiliser un truc qui s'appelle donc le wallet, qui s'appelait Passbook à l'époque et qui te permettait de stocker tes tickets de train, tes billets d'avion, etc. Et McDo l'utilisait pour stocker tous les bons de commande, parce que c'était les premiers à vraiment pouvoir à permettre de réserver en fait ta commande depuis l'application. Puis après avec ton téléphone, t'allais la chercher, il fallait t'identifier avec un QR code que tu pouvais stocker dans Passbook. Et ils avaient plein d'autres sujets mobiles. Franchement, c'était hyper passionnant. C'était porté par un gars qui s'appelle Jean-Noël Pénichon, qui était un mec assez connu dans le milieu après, parce qu'il a fait bosser plein de gens. Et ces sujets-là, en fait, m'ont fait prendre conscience de ce truc-là. Moi, je me suis dit, attends, j'aimerais vraiment bosser directement dans cette révolution, digitale, dont tout le monde parle, etc. J'ai pas envie de rater ce train-là, J'ai envie de comprendre comment ça se passe, et j'ai envie d'être de cette génération-là qui a pris ce train-là de sa génération, parce que c'était le train de ma génération, On rappelle l'année? 2000. Je suis rentré chez McDo en 2012, en sorti en 2014, Et dans le cadre de cette expérience, j'ai un ami qui s'appelle Eric Davin, qui était mon boss quand j'étais en Afghanistan, parce que j'ai bossé en Afghanistan quelques années auparavant, et qui me dit, j'ai un de mes super potes, Alexandre Plichon, qui vient de monter une boîte avec Bertrand Leroy, et qui ça bosse... Ça s'appelait déjà Captain Wallet? Non, ça s'appelait Carving Labs, accrochez-vous. Je sais plus pourquoi. Si, Carving Labs, c'était parce que, à l'époque, le Labs, c'était le truc qu'il fallait avoir. C'était super cool d'avoir Labs dans son nom. Alors, si en plus c'était .io. Ouais. Je suis pas sûr c'était pas encore, c'était trop tôt. Mais le Labs à l'époque, c'était le truc hype. Ouais. Et puis Carving, c'était parce que on sculptait des solutions, sur mesure pour les entreprises. Nanana. Et du coup, c'était ce ton-là qui était Carving Labs, avec ce truc du wallet. Et donc moi, je rencontre Alex, je déjeune avec lui. J'ai là ce déjeuner-là, en me disant c'est encore un prestat qui va me... Essayer de me vendre un truc, je sais pas, un McDo. Parce que t'en as plein, tu vois. Bon, je vais au déj et tout. Et là, franchement, j'avais vu Alex une ou deux fois à des soirées, donc pas des souvenirs méga précis. Et voilà, et on passe un déjeuner hyper cool. Il me raconte ce qu'il fait. Je tombe sur un gars dont l'idée, parce que c'est lui qui a eu l'idée après avec Bertrand, et c'est eux deux qui ont vraiment eu cette idée-là, qui est pile sur le sujet que j'avais un peu spoté chez McDo en disant c'est incroyable cette appli qui est déjà sur les téléphones, dans laquelle on peut stocker plein de trucs et tout. Et lui il me dit en fait nous on a créé une interface qui permet aussi de changer le contenu de ces petites cartes et puis d'envoyer des notifs, J'ai dit donc en fait ça veut dire que tu crées un nouveau canal, qui est concurrent du SMS, de l'email, qui fait même comme une app, mais sans avoir à télécharger d'app. Elle dit ouais, carrément. Je dis attends, mais c'est mortel. Attends, tu me réexpliques du coup comment ça marche? Vraiment, explique. En fait, t'as Apple et Google, donc qui sont les deux qui ont tous les téléphones dans le monde entier. C'est eux qui ont le cœur le logiciel des téléphones. Quand t'achètes un téléphone, t'as des applications qui sont déjà pré-embarquées dessus. Tout à fait. Tu vois, plan, mail, voilà. Et t'en as une qui, à partir des années 2011-2012, est sortie et s'appelait donc Passbook chez Apple et Google le Wallet déjà à l'époque. Sur Android. Après, Google, ils ont changé 30 000 fois de nom et tout, c'est redevenu Google Wallet il y a pas si longtemps. Bref, ce truc-là arrive pré-embarqué sur le téléphone. Donc, t'imagines, t'as pas à faire télécharger une application, qui est la friction numéro 1, qu'il était à l'époque et qu'il est toujours pour toute marque qui va être sur le mobile de ses clients via une application. Et moi, ce que je voyais chez McDo et ce que voyaient Alex et Bertrand chez SFR, ils bossaient chez SFR avant, ils voient, eux, ils font télécharger je sais pas combien de millions d'applications, c'est déjà téléchargé dans les téléphones et tout. Et sur les 18 millions de clients qu'avait SFR à l'époque, c'est plus trop le cas maintenant, même les applications de suivi de conso, tu vois, à l'époque, on n'avait pas j'ai l'impression d'être un dinosaure, on n'avait pas l'illimité, tu vois, tout le temps. Donc, il fallait suivre ta conso, et même là-dessus, ils avaient que 2 millions d'actifs sur l'application. Donc, tu vois, c'est rien, quoi. Et McDo, pareil, à l'époque, ils faisaient télécharger 5 millions d'applications par an, rien qu'en France, ce qui est énorme, mais dessus, ils avaient 600 000, 700 000 actifs, ce qui est rien. Enfin, c'est cool d'avoir 600 000 sur une appli. En mais proportion, par rapport, bien sûr. Donc, quand tu es une autre marque qui est beaucoup moins puissante que McDo, ou même aussi puissante, et que tu retrouves en fait 2%, 3% de ta base de données
sur ton application, bah, tu peux quand même te poser la question de te dire, bah, faut peut-être que je trouve un autre canal sur le mobile. Et c'est là qu'arrive Captain Wallet. C'est là qu'arrive Captain Wallet, parce qu'avec Captain Wallet, tu utilises cette application Wallet et tu permets aux marques de pouvoir faire télécharger, je sais pas moi, leur carte de file, leur coupon de réduction, leur invitation, enfin tous les trucs marketing basiques, tu vois, qu'une marque t'envoie depuis des années en papier ou en email qui se perd je sais pas où. Et là, bah, tu peux le faire sauvegarder sur ton téléphone. Tu fais ça en 2 clics, t'as pas d'application à télécharger. Et une fois que c'est fait, la marque, depuis notre plateforme, elle peut envoyer une notification en disant hey, salut Thomas, aujourd'hui, oublie pas tes 10% sur je sais pas quoi, ou oublie pas que le magasin est ouvert, ou ta commande est arrivée. Mais depuis l'application Wallet. Et depuis l'application Wallet. Donc en de... fait, c'est là où tu as vraiment toute ta relation avec ta marque qui peut se passer, quoi. Et en termes de taux de transformation, du coup, puisqu'à l'époque, je suppose que c'était quoi? C'était les SMS et les mailings? Alors, ça dépend en taux de transformation de nous, en taux de transformation du nombre de clients qu'on arrivait à avoir, ou le taux de transformation que nos clients, c'est-à-dire les marques, arrivaient à attirer sur le wallet. Les marques. Deuxième option. Ouais. À l'époque, c'est poussif, tu vois. À l'époque, il faut... En fait, tu as vraiment une éducation de la marque et via la marque de tes clients pour leur montrer, tu vois, le parcours. Mais la puissance du wallet, c'est que en fait, ce parcours, il est hyper simple, quoi. Comme t'as pas d'application à télécharger, c'est une application que t'as déjà sur ton tel. Ce parcours-là est assez facile. On poursuit le parcours de la session de la boîte avec The Beatles, Help, pour parler des négos. Help, bien sûr. Help. So much younger than Today, I never needed anybody's help in any any way. way. Now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and opened up Down the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Help me get my feet back on The ground. Won't you please help me? And now my life has changed in so many ways. My independence seems to vanish in the haze. But every now and then I feel so insecure. J'arrête sur I Feel So Insecure. Exactement. Help. Help, quoi, aidez-moi. Non, mais bon, déjà, t'as les Beatles. Voilà, moi, je suis de l'école Beatles, c'est soit Rolling Stones, Ah ouais, moi soit je suis Beatles. l'autre. Moi, je suis Beatles depuis toujours, mais. Bah écoute, on va arrêter là. Non, mais ciao. merci. C'était hyper cool. Non, les Beatles, moi, j'écoute ça depuis tout petit. Mes frères, mes grands, je suis le dernier de 5 enfants, donc mes grands frères et mes grandes sœurs, ils écoutaient ça, quoi. Pas qu'ils étaient de l'époque des Beatles, mais ils étaient, voilà, j'étais à l'école Beatles grâce à eux, et donc voilà, je pouvais pas ne pas mettre les Beatles dans cet épisode. C'est pas ma chanson préférée des Beatles, mais par contre, elle correspond bien au À contexte, l'histoire. Ouais. à l'histoire, qui est, si on est sur le format, qui est J'ai su que c'était pas la coupe de cheveux. aussi. Pour ceux qui nous regardent là sur la partie vidéo YouTube. La partie qui pourront commenter la partie capillaire de cet épisode. Et il y a l'avant et l'après, c'est sûr. Non, et Help, non, alors Help, on n'était pas du un tout peu exagéré, bien sûr. C'est surtout que tu rentres dans une phase que tu connais pas du tout. Moi, j'avais jamais fait ça de ma vie. Donc on est vraiment... Comme la plupart, à quelques exceptions près. Ouais, tout à fait. T'as pas 1000 entrepreneurs qui vendent 2 fois, 3 fois leur boîte. C'est clair. Donc moi, je fais partie de l'immense majorité pour qui c'était vraiment le dépucelage, on peut dire. Et ensuite, en fait, au début, on avait 2 options qui étaient soit on lève, soit on s'adosse à un partenaire. T'évoquais le fonds qui était au sein de qui était rentré chez vous.
Carrément. Et qui arrivait en fin de... Il y avait cet événement-là, c'est Ouais. clair. C'est-à-dire qu'on avait levé en 2018 et donc 2022, le fonds arrive à terme et donc il fallait que soit ils bougent, soit ils remettent, mais bon, il fallait qu'il y ait Ça bouge, quoi. de nouveaux entrants, quoi. Et donc deux options, soit tu t'adosses à un partenaire qui va t'apporter ce dont tu as besoin, soit tu lèves des fonds. Nous, le truc dont on avait besoin, il y avait deux choses. Un, c'était l'international. Et deux, on est très enterprise, donc c'est-à-dire qu'on vend à des grands comptes et il fallait qu'on descende sur du mid-market, moyennes, quoi. ouais. Les moyennes entreprises. Désolé, plein d'anglicismes affreux, mais on parle tout le temps Oui, comme ça, personne donc, comprend ce qu'on se dit. non, mais bon. Je suis pas Jacques Toubon non plus, mais j'essaie quand même de mettre un peu de français dans tout ça. Et donc, on a... Thank you so much. On a en fait au début on a fait nouvel anglicisme, un dual track, un double parcours pour savoir voilà qu'est-ce qui allait intéresser plus, tu vois, si t'allais lever ou si on allait vendre plutôt vendre l'entreprise, et en fait assez vite nous on a vu tellement on connaît tellement de boîtes qui ont levé pas mal d'argent pour aller à l'international en solo, etc., et qui sont quand même cassées les dents, et elles sont pas mortes, mais elles ont quand même perdu beaucoup de temps, se sont un peu fatiguées forcément à faire ça. Plus aller vers le mid-market, ça se fait pas tout seul, c'est une vraie science, quoi. Ouais. C'est un autre marché, et ça s'invente pas du jour au lendemain. En fait, assez vite, on s'est dit, fondamentalement, être accompagné pour le faire, c'est mieux. Et puis, on avait aussi la dimension plus perso, qui était que si tu relèves, tu repars pour un cycle de 5 ou 7 ans. Et ça faisait déjà 10 ans, 10 ans qu'on menait cette boîte. C'est un beau cycle. Tu vois, c'est bon, Ouais. quoi. Tout seul, Ouais. c'est bien. Donc, on a lancé un dossier sur le marché, et on a choisi notre banque d'affaires via une recommandation des cousins à nous, on va dire. Je les appelle les cousins, c'était MyElephant, qui ont été revendus à Cinch. Et MyElephant, c'est une boîte qui faisait pas mal de rich SMS. Donc, Ouais, ils vendaient ça me en fait parle. du SMS et du rich SMS à des entreprises. Ils ont été vendus, je crois, en 2021, je dirais, un truc comme ça. Et j'appelle les cousins parce qu'ils avaient 1 an d'avance par rapport à nous en termes d'ancienneté. Ils sont vendus un peu avant nous, et nous, par certains aspects, on a un peu suivi, tu vois, leurs traces, et c'est eux qui m'ont recommandé, Cyril Puget qui m'a recommandé donc Frédéric Boss de chez Transactions et compagnie. Et en fait, on a eu un feat avec ce gars-là, parce que c'était aussi un mec qui était allé en Afghanistan pendant quelques temps. Donc voilà, ça nous a fait marrer. On avait évidemment des connexions en commun, et puis voilà, il avait un track record, il avait des bons retours, et un truc, une histoire marrante. Donc c'est un gars qui est en Afghanistan, deuxième call et tout, et là t'as Alex Pichon, donc mon associé, il se connecte sur le deuxième call, mais un peu en retard, tu vois. Donc il y avait déjà d'autres gens sur le call, donc il y avait Fred, avec qui on avait fité assez vite, de façon assez informelle et tout. Et puis il y avait 2 autres personnes, je crois, de chez lui en costard cravate, tu vois, et moi. Et là, la caméra s'allume, et en fait, Alex s'était déguisé s'était habillé en afghan, quoi. Ah, parce qu'il pensait qu'avec vous. Donc avec nous, tu vois, il ouais. était en pacol, avec, tu vois, les trucs. Et non, moi, je vois ça, j'explose de rire. Et lui, il voit, bonjour messieurs, mais il s'est pas démonté, tu vois. Il est resté comme ça. Je pense que les autres gars qui avaient pas le La sous-titre ref, derrière, ouais. ils disaient, mais attends, mais c'est, On va vraiment aller sur qu'est-ce que ce c'est que ce deal. client, quoi. C'est un deal sur de l'opium, sur un trafic. Ils ont et donc t'avais cette espèce de conf call totalement lunaire, où t'avais un gars en pacol, et on commençait à discuter de la façon dont on allait monter le dossier pour pousser Captain Wallet au marché, quoi. On va très vite arriver avec une proposition Yes. qui ne sera pas celle de Brévo. Non. En fait, Brévo, on a discuté avec eux assez vite. Au départ, vous les aviez écartés. Au départ, on s'était dit que c'était pas... Ouais, c'était pas... Ils vous connaissaient déjà. On se connaissait un peu, on s'était déjà rencontrés 2-3 fois avec Armand, mais genre, tu vois, d'entrepreneur à entrepreneur pour se parler de nos boîtes, etc. Lui, il avait complètement décollé depuis quelques années. Il avait déjà fait une levée à 30 millions, une autre à 160. Enfin, voilà, quoi. Il avait une boîte qui était vraiment hors norme déjà. Mais il était très SMB. Moi, j'avais pas trop...
j'avais pas trop vu le côté vraiment enterprise qu'ils avaient, qui commençait à développer. qui commençait vraiment à développer. Pourtant, ça faisait déjà quand même de 3 ans. Et en fait, donc ils ont eu le dossier. Armand m'appelle, il vient avec Mickaël, donc dont j'ai parlé tout à l'heure et qui a vachement porté toute cette offre enterprise. Et finalement, il est venu à un déjeuner, il est venu avec Mickaël, donc il m'avait dit, attends, vas-y, on déjeune, mais c'est juste pour prendre des nouvelles. Nous, tu sais, on n'est pas intéressés. Hein, ok. Et il vient avec Mickaël, donc déjà, on est plusieurs à pas être intéressés dans la boîte. Voilà. Okay. Donc moins par moins égale le plus, tu vois. On s'est dit. Et finalement, et voilà, on commence à discuter comme ça, et tu vois, on est au printemps et tout, et puis finalement, on mène d'autres discussions avec d'autres boîtes qui sont intéressées, etc. Et finalement, début juillet, Brevo nous dit, bon, écoute, en fait, on a un gros deal en cours. Franchement, on peut pas tout faire en même temps, c'est chaud, donc désolé, voilà, ça va pas le faire. On passe notre tour pour ce coup-ci. Ouais. Moi, un peu franchement déçu au fond, j'étais vraiment déçu, j'en parle plusieurs fois et tout, avec la banque, avec Alex et tout, tu crois qu'il y a moyen de rattraper, ils me disent non mais laisse tomber, de toute façon on a d'autres chevaux qui sont cool aussi et tout, donc sors-toi de ça de la tête, tu vois, c'est comme ça, et puis voilà. Et d'autant qu'on avait moi j'ai quand même eu, tu vois, quand même, quand tu mets en vente ta boîte, donc c'est un moment qui est important, tu discutes avec des gens longtemps. Et moi, j'ai quand même une grosse descente au moment des LOI, quoi, des letters of intention. Lettres d'intention. Parce que tu as vraiment des offres, tu as vraiment l'impression qu'ils se fichent de toi, quoi, pour rester poli. Parce que tu montes quand même des chiffres assez objectifs, tu as des valeurs de marché qui existent. Et t'as vraiment voilà. C'est quoi les valeurs de marché? C'est 4-5 fois la RR? Ouais, à l'époque, en juin, tout a bougé. J'étais en train de vite. non, mais à l'époque, tu vois, c'était, voilà, si t'avais du 4-5 et tu montais du 6-7, tu pouvais être content, tu vois. Et t'as des gars qui te proposent une fois et demie la RR, tu vois. Mais non. Alors que t'as vraiment pris un temps, et eux aussi d'ailleurs. Ce qui est étonnant, quoi, pour discuter avec eux. Après, sur un coup, hein, ça peut. Ouais, mais enfin bon, ils voient bien que t'es pas en train de crever et que t'as un business qui tourne et que voilà, quoi. Bon, ça m'a un peu étonné, et c'est un peu c'est un peu vexant, quoi. Et puis en plus, du coup, le champ des possibles se referme d'un coup, donc en fait tu revois toutes tes options tout de suite, tu vois, c'est pas du tout pareil. Bon, in fine, on a quand même terminé avec 3-4 LOI. Attends, juste avant ça, quel type d'acteur? T'avais du build-up, donc des boîtes qui vraiment avaient beaucoup de fonds et avaient acheté une boîte mère, on va dire, et qui agrégeait ensuite d'autres canaux, d'autres compétences, etc. T'avais des acteurs déjà existants sur le marché CRM qui chercher un nouveau canal, qui cherchait une expertise enterprise, voilà. Et après, tu avais aussi des trucs un peu plus étonnants sur des use cases qu'on n'avait même pas nous trop genre sans les citer, mais comprendre les modèles. C'est le business de la carte cadeau, du ticket restaurant, ce genre de choses là qu'on n'avait pas trop spoté, mais qui avait des use cases qui étaient assez sexy. Qui n'était pas le truc premier auquel on avait pensé. D'ailleurs, c'est marrant de voir que tu vois, t'as des gens qui se font des constructions complètement différentes de celles que tu peux avoir. Et donc, faut rien négliger, en fait. Il faut vraiment rien négliger. Il faut envoyer large à tout le monde. Et selon les typologies de repreneurs, les offres étaient très très variées. Tu vois, typiquement carte cadeau, use case, moi que je projette pas forcément ce qu'on peut imaginer, mais comme vous à l'époque, du coup ça change complètement la nature du deal et son potentiel aussi. On reste finalement à continuer de regarder les mêmes. Non, on continue à regarder les mêmes metrics. Okay. Donc à valoriser la boîte de la même façon. Ça changeait pas fondamentalement cette partie-là. Donc du coup, on se retrouvait avec une enveloppe, qu'on commençait à spotter et on comprenait où est-ce qu'on allait à peu près atterrir. Et on avait depuis le début un lead qui était, c'est marrant, qui nous avait pas paru être le plus évident, le plus intéressé au début, mais qui a fait preuve de beaucoup de consistance tout le temps, qui a été hyper sérieux, avec qui on a beaucoup discuté, avec lesquels on a beaucoup avancé, et qui a
notamment était la raison voilà, d'un vrai dilemme au moment où il a fallu finalement pas choisir cette option-là, quoi. Et ça a été très compliqué. Justement, ils vous font une offre. Ouais. Bon, on a la suite de l'histoire parce qu'on sait où vous êtes parti, mais tu vas militer. Je le dis comme ça, tu as le droit de me reprendre, mais tu vas militer notamment avec tes associés pour dire non et attendre justement Brévo. Alors, il y a une question de calendrier qui est hyper important, parce qu'en plus, tu sais, tu as des contraintes légales où tu as de l'exclu, etc. Donc, faut pas jouer avec ça. En gros, dans le timing, quand Brévo drop en juillet, on négocie une exclusivité avec l'autre début août. Et le jour, la visio, pas le jour, le moment, la minute où on est en train de se dire en visio avec ces gars-là, ok, on fait l'exclu, ça veut dire qu'on va faire le due deal pendant tout le mois d'août et l'exclu elle est jusqu'au 15 septembre. Au 15 septembre, si on est content du due deal, on vous fait une offre. Mais donc ça veut dire que ça va aller, puisque vous nous dites que votre boîte elle est clean, etc. Ce qui était le cas. Ouais. À la minute, mon téléphone vibre une nouvelle fois, et une nouvelle fois avec le nom d'Armand Tiberge. C'était vraiment à ce moment-là, quoi. Et là, tu dis, attends, j'ai bien brûlé mon t-shirt. Je comprends pas. Et donc voilà. Et donc là, Armand me dit, écoute, voilà, le deal pour lequel on avait droppé, c'est pas fait. Donc t'en es où, en gros, quoi. Je dis, j'en suis que c'est trop tard, quoi. Moi, je suis en train de négocier. À l'instant, là, maintenant, je suis en train de négocier une exclue. Donc, il y a pas vraiment d'option. Ta seule option, c'est que quand mon exclu soit terminé, tu me fasses une offre qui soit mieux, mais j'aurai pas de due deal avec toi. J'aurai aucune garantie. J'aurai rien, quoi. Donc, franchement, je pense que c'est mort, quoi. Donc, on part sur le mois d'août. Voilà, on fait notre due deal avec la boîte qui nous avait fait une offre. Génial, les due deals en plein mois d'août. Hyper agréable de faire la partie. Et encore, c'est pas moi qui a été responsable, c'est Bertrand et Alex qui se sont coltinés dans les grandes largeurs, parce qu'ils faisaient tout ce qui est finance, admin, HR. Donc c'est vraiment eux qui l'ont pris en majeure partie. Et finalement, quand se termine, en fait, l'exclu, elle a coup de fil d'Armand. Qu'est-ce qu'on fait? Je dis, écoute, toujours même histoire. Moi je lui dis, soit tu fais une super offre dans les 2 jours qui arrivent, et cette offre, il faut qu'elle arrive à emporter tout le monde chez moi. C'est-à-dire, pour l'instant, il n'y a personne qui est pour, ni mes associés, ni la banque, ni l'investisseur. Enfin, il n'y a personne, quoi, tu vois. Et si l'offre est vraiment bien, je suis même pas capable de te dire ce qui se passera, quoi. Fais ton offre, quoi, et puis on verra. Et il me dit, ok, je vais faire l'offre et tout. Et il nous a fait une offre substantiellement meilleure que... En pourcentage, c'est pas une question de montant là, mais c'est quoi? C'est 30% de plus, 40%? Ouais, c'était entre 20 et 30% plus, quand même. Ouais. Et on avait Et j'ajoute, sur une typologie de boîte où tu l'avais bien senti, en fait, dans les échanges que vous aviez eu avant, où ça drop pour les raisons que tu as expliquées, tu le sentais bien, quoi. Tu te projetais. Moi, mon truc, était, dans ces discussions que j'avais avec lui, où... donc moi, je l'ai pas eu, si tu veux, au moment où j'ai eu l'exclu, on a été vraiment hyper... on a respecté la règle, quoi. C'est-à-dire que nous, on avait des gars qui bossaient avec nous, qui prenaient du temps, etc. pour ça. Donc, on a fait tout notre due deal et tout. Et honnêtement, on était jusqu'à la fin jusqu'à avoir ces discussions. On se disait, voilà, ça va être eux, quoi. C'est notre vie, c'est super, on est content et tout. Fondamentalement, moi, je pense qu'au fond, j'avais quand même ce truc-là, au fond de moi, parce que c'était vraiment Brévo que je voulais, quoi.
C'était vraiment cette boîte-là. Pour moi, c'est elle qui avait le plus de potentiel. C'est quand même une boîte qui International, Enterprise, le SMB. C'est une boîte qui a 10 ans, elle fait 150 millions d'ARR, elle est rentable. Enfin, ça se compte sur les doigts de deux mains en France, hein, une boîte qui fait ça, quoi. Il n'y en a pas beaucoup, quoi. Et qui fait 50% de croissance à ce rythme-là, enfin, il n'y en a pas, quoi. C'est la seule boîte qui peut être un contender des Américains. Aujourd'hui, c'est que des solutions anglo-saxonnes, quasiment, tu vois. Enfin, vraiment, qui sont capables à ce niveau-là, c'est que des solutions américaines. Donc, nous, on avait vraiment envie enfin, moi, j'avais vraiment envie d'aller chez eux. Donc, du coup, on reçoit cette offre. Je dis, bon, les gars, c'est la bonne boîte. On a une offre de ouf. Oui, mais c'est pas une offre ferme. Mais c'est pas une offre ferme. C'est une lettre d'intention. Et là, c'est un peu à la gueule d'Armand, de Mickaël et de toute l'équipe, quoi. Parce que du coup, quand on a une offre, on dit bon, ok, est-ce qu'on peut voir, est-ce que vous voulez nous voir, j'imagine, est-ce qu'on peut voir nous aussi les membres du COMEX, enfin les gens qu'on doit voir, le fond, etc. Et en fait, en quelques jours, quoi, en une semaine, on a vu tout le monde, ils ont fait la lettre d'intention, on a lancé l'audit. Enfin, on s'est vraiment mis en marche hyper rapidement, quoi. Et sans avoir aucune assurance, quoi. Et vous verrez, y compris les différents fonds qui sont chez Brevo. C'était déjà Brevo à l'époque. Non, c'était encore Sandim Blue. Ouais. Donc vous avez rencontré aussi les fonds qui sont au bord. Ouais, on a rencontré un peu tout le monde, quoi. Et donc tu vas militer. Ouais, là, moi, c'est sûr, je vais militer parce que l'offre est mieux, et deux, ça correspond plus à notre projet. C'est un projet qui est très produit, qui est très international, très mid-market, avec déjà des bases plus avancées, si tu veux, que l'autre. Mais tout le monde n'est pas d'accord. C'est même entre associés, enfin, il y a négo, quoi. En fait, je pense que, honnêtement, quand l'offre est arrivée, ça a quand même mis un peu tout le monde d'accord. C'était sûr que tu vois, quand je te parle de 20 à 30% plus, honnêtement, je sais plus exactement dans quelle proportion, mais c'était significatif. C'est mieux, quoi. Donc déjà, tout le monde s'est dit bon, ok, là on parle. Et après voilà, il fallait faire un pari sur le fait que les personnes qui nous faisaient cette offre-là allaient l'amener jusqu'au bout. Donc quand tu sais ça et que tu connais l'histoire de la signature, du jour de la signature, c'est vraiment, t'as fait la totale des paris, des montagnes russes et des paris, quoi. Et on te dira d'ailleurs, je crois que c'est ton conseil qui dira mais vous êtes fous. Ah ouais, là lui pour le coup, non, s'il y avait bien une personne qui était pas pour, c'était bien la banque DAF, quoi. Il nous a dit franchement, moi j'ai jamais vu ça, quoi. Ça fait 20 ans que je fais ça, des mecs qui ont une offre ferme dans un marché de merde comme ça, où tout se pète la gueule avec un multiple comme ça, enfin vous avez beaucoup de chance, quoi. Donc choper ce truc là, quoi. Enfin vraiment, ça n'a pas de, c'est vraiment là vous faites ça, c'est du pur feeling, quoi. Non, c'était pas du pur feeling. Donc ouais, on a eu pas mal d'échanges. Ça a bien frotté, ouais. Petit saut dans le temps. Allez. Ellipse, on est le lendemain de la signing, closing tout, et on part avec Radiohead. Everything in its right place. Je me tente pas à chanter par-dessus. Tu fais pas mal. Tu fais pas mal. Ça aussi, pas facile à chanter. En playback, carrément. Ah voilà, ouais. Il y a un talent, il y a quelque chose. C'est la conviction dans les yeux. Yesterday I woke up sucking on lemon.
Yesterday I woke up sucking a lemon. And it's restless, and it's restless. Voilà, c'est la période, on est en plein dedans. Toute cette phase de earn-out, je crois que vous avez loqué 3 ans, si je dis pas de bêtises, ça fait 2 ans et demi. Ça fait 1 an et demi, c'était en Un an et décembre demi, 2022, pardon. donc ça fait 1 an et demi, ouais. Ok, t'aurais pu décider d'attendre encore 1 an et demi pour venir tout nous raconter, mais là en même temps t'es ultra engagé, t'as remis des sous dans le projet. Là c'est le moment où pour l'entrepreneur, tu l'as dit, t'as revendu ta boîte, t'es encore dans la boîte, donc il y a toujours ces questionnements de à quel point j'ai la liberté de, à quel point j'accepte de ne plus avoir la liberté de tout, la main sur la direction, sur les décisions. J'embarque dans un projet beaucoup plus gros avec, en l'occurrence, une stratégie qui, jusqu'ici, chez le repreneur, a plutôt porté ses preuves. Et en même temps, la question de monter les synergies, d'avoir encore des earn-out, et donc ce sujet d'avoir la main sur la capacité d'atteindre les objectifs, qui est toujours le sujet, Ouais, c'est sûr. toujours le sujet. Donc raconte-nous un peu, et pareil, si tu veux bien, en tout cas avec la même transparence Ouais. que celle qu'on a eue jusqu'ici. Déjà, nous, on a le rachat, il a eu lieu, donc le signing, il a eu lieu le début décembre. Dès le 4 janvier, on était dans les bureaux de Brévaux. Donc, ça a été Il y a de la rapide. place. D'ailleurs, c'était marrant, le premier jour, on est arrivé, ils nous accueillent, hyper cool et tout. Et puis après, t'avais un espèce d'immense plateau avec des gens. Alors là, la musique s'arrête et il faut se dépêcher d'arriver sur un bureau. Et Bah, un peu ça. ceux qui sont debout Et n'ont en fait, pas de non, mais bureau. t'arrives sur un open space où t'as plein de gens qui sont dispatchés un peu à ta gauche, tu connais personne, tu sais pas qui est qui fait quoi, etc. Et puis là, il y a quelqu'un qui nous dit bon, bah voilà, ça c'est votre plateau, mais par contre, je sais pas où. Et donc là, on se retrouve tous les gens de Captain Wallet dispatchés sur un immense plateau. Tu vois, on se regardait de loin en se disant bah, qu'est-ce qu'on fait là, quoi, qu'est-ce que tu vois. Cette première journée a été hyper sympa et puis hyper bizarre à la fin. On s'est tous dit non, mais attends, il faut qu'on se retrouve On va organiser tous ensemble et tout ouais. machin, enfin même juste continuer à quand même à bosser vachement entre nous, ça n'a pas été fermé à l'extérieur, mais avoir cette unité, cette dynamique d'équipe, etc. Et d'ailleurs les gars de Brévaux ont dit non attends, mais On va s'organiser, ouais. parce que franchement ça, vous pouvez pas faire comme ça, on comprend carrément. Et c'est d'ailleurs ce qui est assez enfin nous ce qu'on a toujours beaucoup aimé chez Brévaux, c'est que on a toujours eu affaire à des gens qui sont rationnels, tu vois. L'honnêteté intellectuelle. T'as une honnêteté, t'as des faits, on n'est pas d'accord parfois, comme toujours, mais franchement, on est quand même globalement tout le temps assez alignés. Non, mais c'est surtout. intéressant de se dire qu'à un moment, mais dès que tu es dans des aventures humaines, et tu l'as dit tout à l'heure, 3 associés, et à un moment, sur les sujets, tu es obligé de prendre des décisions, tu peux avoir des dissensions, et la question, c'est comment tu es capable, avec les dissensions de départ, à prendre la décision finale. Exactement. Enfin, là-dessus, ça étonnera personne. Mais là, on a eu enfin, si tu veux, et même dans la négo, dans l'approche, etc., voilà, on avait toujours des discussions qui étaient assez. En fait, du coup, t'as confiance en la personne avec qui tu discutes, parce que tu sens que t'es pas avec quelqu'un qui part dans des délires que tu ne peux ne pas comprendre. Et ça, Dieu sait si on en a eu, hein, franchement, parce que avant d'avoir ce process-là de vente, on avait déjà eu des offres avec des gars vraiment hyper chelous. Et en fait, fondamentalement, au fond, on le sentait pas, et on aurait dû écourter des discussions beaucoup plus rapidement, quoi. Mais tout ça pour dire que dès début janvier, on se retrouve, donc vraiment un mois à peine après le signing, on se retrouve dans les bureaux de Brévaux. Donc il y a une volonté de la part de Brévaux c'est une expression qui était souvent employée, de pas casser le jouet, c'est-à-dire de pas casser la dynamique de Captain Wallet. D'ailleurs, on a gardé la marque Captain Wallet, on a gardé des équipes
qui bossent sur uniquement Captain sur Captain Wallet. Wallet. Enfin, ce sont les équipes de Captain Wallet qui continuent à travailler sur Captain Wallet. On était 30 quand on a été racheté, on est 50 maintenant juste sur la partie Captain Wallet. Donc tu vois, c'est quand même un truc qui a Mais il y a des moyens qui sont mis pour des moyens développer. qui sont mis, tu vois, ils savent mettre en valeur, tu vois, les boîtes qu'ils rachètent. Et puis après, forcément, t'as quand même envie, mais même nous, en tant que Captain Wallet, et eux, forcément, de leur part, côté Brevo, d'avoir une intégration un petit peu plus poussée, de merger un petit peu plus. Et c'est là où... Mais ça, tout le monde est toujours d'accord sur le papier. Mais dans l'exécution, C'est la super mise dur. en place des synergies, alors des fois c'est pas du tout, Ouais. mais vraiment pas. Et parfois c'est simplement juste plus lent qu'espéré. Voilà, et je pense que là, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment une approche là-dessus qui est bienveillante. On prend le temps qu'il faut que ça prenne. L'important, c'est que vous fassiez du business. Ouais. Okay, donc, si tu as un PNL qui n'est pas tout de suite agrégé dans les données de Brevo, tu vois, on s'en fout, quoi. C'est pas grave. Si c'est pas prioritaire pour que tu fasses ton business, c'est pas grave. Très entrepreneurial comme approche. C'est hyper entrepreneur, mais vachement. Ils ont racheté, c'est ça, 8 ou 10 boîtes dans les 2 dernières années. Donc il y a plein d'entrepreneurs, en fait, dans la boîte. C'est une boîte, il y a quand même 800 ou 900 personnes aujourd'hui. Donc c'est un vrai enjeu de grossir en gardant un management qui soit assez, qui soit pas trop vertical, et en gardant des gens qui soient très, qui aient une démarche assez entrepreneuriale dans la façon de faire les choses. Il y a forcément du process qui se met en place. Donc voilà, il faut que tout le monde, pas que Captain Wallet, s'habitue à ça. Il y a beaucoup de mouvements. C'est quand tu fais rentrer. Là, nous, depuis qu'on a été racheté, il y a 2 autres boîtes qui ont été rachetées, Octolis et Wonderpush. Qui sont Octolis fait de la CDP et Wonderpush fait des push notifications sur les téléphones. Et voilà, tout le monde doit être là, doit s'intégrer. Donc l'enjeu là aujourd'hui, même si on a toujours notre marque, c'est de faire bosser les équipes de plus en plus ensemble, tu vois. Et c'est du fine tuning. Là, vraiment, on en parlait tout à l'heure. Récemment, donc moi maintenant, je suis devenu le. T'as pris la direction sales. Exactement, de Brevo. De l'ensemble. De l'ensemble, ouais, Brevo. Et du coup. Mais du coup, pardon, je te coupe. Ouais. Mais pour les entrepreneurs qui ont vendu ou qui s'apprêtent à vendre, ça veut dire que t'as un petit peu moins le focus sur atteindre les objectifs purs Captain Wallet qui font le earn-out. Donc, tu as à la fois la main de pouvoir actionner une direction et donc créer, peut-être accélérer des synergies, mais ton temps à toi, il est plus uniquement focus Captain Wallet. Tout à fait, c'est très bien. Et donc c'est hyper bien résumé parce qu'au moment où donc on a proposé de prendre ce job, c'était une des discussions forcément, tu vois. Tu te dis ok, moi je veux bien, mais j'ai des objectifs perso d'earn-out, mais j'ai aussi un objectif, c'est au-delà de mon earn-out, j'ai un objectif, c'est que l'offre, la boîte Captain Wallet puisse continuer à créer de la valeur et à croître autant qu'elle a cru jusque-là. Et parce que ce que je veux, enfin moi c'est marrant, parfois on se disait ça, c'est Alex et Bertrand qui ont l'idée de ce produit, de ce truc au début et tout, et en fait au fil des ans c'est moi qui suis devenu presque le plus convaincu qu'eux de ce produit que j'adore, que je trouve génial. J'ai galéré à vendre pendant des années, franchement j'ai vraiment, tu vois, en 2017 j'ai vu près de 200 retailers physiquement. À l'époque, ça se faisait physiquement, donc j'allais en rendez-vous, j'allais les voir, je préparais les rendez-vous, je préparais les démos perso, etc. J'en ai signé un seul. Sur 200. Je peux te dire, j'ai vraiment galéré, mais redis-le. Mais méchamment. J'ai galéré dans le nombre ou galéré. Non, galéré. J'ai vraiment galéré. On a vraiment galéré parce que tu vois, moi, c'est marrant parce que je me rends compte plus maintenant, mais Bertrand qui est le CTO, moi je suis pas dans ce qu'il fait. Je sais parfois ce qu'il fait, mais je ne sais pas tout ce qu'il fait. Et lui, il s'est tapé des nuits entières à boucher les trous de la plateforme qui pétait parce qu'il y avait trop de notifications qui partaient, tu vois. Et on a tous eu les galères. Et Alex, il a géré les chiffres de la boîte pendant des années. Donc vendre sa boîte, plusieurs dizaines de millions, ça se fait pas en un claquement de doigts. Première nouvelle. Ah, ok, parce que
L'autre jour, j'ai vu une vidéo YouTube. Ah, les fameuses. Et en fait, avec une formation, ça avait l'air simple. Ouais, c'est hyper simple. Non, ça prend 15 jours. Je vais me lancer là-dedans. Voilà. Non, mais on a... donc tout ça pour dire que... La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que ce produit, ce truc-là qu'on a monté, tu vois, je crois sincèrement, tu vois, à son impact sur le marché, je crois sincèrement à son impact pour les marques. D'ailleurs, on l'a prouvé depuis toutes ces années, quoi. Comme tu es en plein dedans, conseil pour accélérer des bonnes synergies après un rachat. Ah, je sais pas si j'ai assez de recul encore, tu vois, ça fait qu'1 an et demi. Je sais pas Ce que tu as trouvé malin. En fait, ce que je trouve malin, c'est ce qu'on disait juste avant, c'est que ne cassez pas le jouet. Vous achetez un truc bien, faites-le rentrer comme ça. Et puis, voilà, on voit petit à petit comment ça se passe, etc. Et moi, j'ai senti que c'était la façon dont Brevo gérait le truc. Et qu'est-ce qui peut casser un jouet ? J'accélère un peu, t'as vu. Qu'est-ce qui peut casser un jouet ? C'est de chambouler les équipes, de casser des dynamiques d'équipe. Ça, je pense que ça peut casser. Très vite. C'est pas que je pense, c'est que je sais, je vois que ça peut casser les. Donc là, tu vois, on a fait des tests de changement, de réorg et tout. Ben, en fait, si c'est pas soit très bien fait ou si c'est trop net, ça marche pas. Et il faut garder cette dynamique d'équipe qui existe. Je t'ai demandé, parce que, a priori, mais on va pas faire 50 ans chez Brevo, a priori. Donc je t'ai demandé, parce que c'est aussi le passage obligé de ce format, c'est surtout quand les entrepreneurs ne sont plus chez leurs repreneurs, mais c'est qu'est-ce que tu as prévu pour ta vie d'après ? Et tu m'as répondu, j'ai un prévu pour demain. Donc tu connais aussi quand même. Évidemment. Bah bien sûr. Ah, premier concert. Ah oui, c'est vrai. J'étais jeune, ouais, Ah, c'est bon ça. en plein air. Et je ne fumais pas à l'époque. Il y en avait d'autres qui le faisaient pour toi, je pense. Ah oui. Je voyais Triple sur scène. C'est trio. Bien sûr. J'ai rien prévu pour demain, mais c'est déjà bien d'y penser et je pense que demain matin, Il y était. j'aurai du mal à me lever. Je ne ferai pas 39 heures pour 35 francs de l'heure. Ah, les darons. J'en veux même pas pour mon 4 heures, ok. Ok. Je me lève un peu tard. J'enchaîne direct. Sur quoi? C'est quoi, papa? Ma vie ne va pas vers les dollars. Que pourrait me rapporter ma guitare? Ma vie n'est qu'une utopie. Où est? Tranquille, sans trop d'hypocrisie, où tout le monde a compris que donner à quelqu'un c'est se faire un ami. Où sont les politiciens qui savent que j'existe? Ça me fait marrer cette chanson. Tu vois, je l'ai mise parce que, bon, pour la blague du j'ai rien prévu pour demain, tu vois. Oui. Ce qui est vrai, j'ai pas prévu grand chose pour demain. Je suis vraiment la tête dans le guidon. Je bosse comme. Enfin, je bosse vraiment beaucoup, quoi. Donc, je suis très, très engagé dans le truc. Mais après, cette chanson, je ne sais pas pourquoi. Mais pendant toute la période, pas toute la période du deal, mais toute la période du fin du deal, là, toutes ces septembre, octobre, novembre, là, ces moments difficiles, je sais pas pourquoi je l'écoutais tout le temps, cette chanson. Je l'avais pas écoutée depuis 20 ans, depuis la sortie de l'album, je crois que c'est 98, un truc comme ça, où on était ados, moi j'écoutais le truc, ça nous faisait marrer, etc. Et j'étais hyper, j'avais envie de, je sais pas, j'aime l'harmonie, je l'aime musicalement. Ouais. Et après les paroles, t'en penses que tu te veux. rappelles. C'est super naïf et tout ce que tu veux. Mais et ça nous est marré d'écouter ce truc-là, qui est
tellement anti-capitaliste Ouais. au moment où je faisais un truc pas plus, De cash plus out. capitaliste, tu meurs en fait. Et je me disais, mais c'est bizarre, pourquoi j'aime ça au moment où je fais un truc qui est. Voilà, c'est nos paradoxes, nos contradictions qu'on a tous, quoi. Et non, et ce qui amène, parce qu'après, tu réécoutes tellement de chansons que t'écoutes à ado, Ouais, ça revient. tu mettrais plus de nuances à certains endroits, et en même temps, t'arrives là quand même à une période de ta vie où, comme tu l'as dit, je me suis mis à l'abri, j'ai mis à l'abri mes proches. En même temps, on est dans plein de réflexions écologiques, Ouais. de monde complexe d'une manière très large, et puis avec un avenir de l'humanité qui est évidemment questionné. Et donc la question, c'est aussi qu'est-ce que je vais, au-delà de faire pour demain, c'est qu'est-ce que je vais faire de mon temps, de mon argent, pour échanger avec plein d'entrepreneurs qui ont fait un exit, se pose un moment la question de ouais, j'ai un peu plus de pouvoir potentiellement. Là, t'es encore dedans. Donc, Ouais, ça t'as reste, pas 100% de ton temps loin de là, malheureusement. Mais j'imagine que oui, la question se pose. En fait, c'est un vrai. Donc, c'est des questionnements ou des débats que je peux avoir. Avec les proches. Ouais, avec les proches, exactement. Qui. En fait, il y a une question qui est de dire. Alors moi, j'ai un peu l'impression déjà d'avoir beaucoup. J'étais focalisé sur mon entreprise, donc sur moi un peu, Ouais. fondamentalement, pour que ça marche, sur le fait de réussir, de me mettre moi à l'abri. Et donc c'est sûr que quand je vois, tu vois, t'as d'autres entrepreneurs, d'autres personnes, bah déjà elles sont pas à l'abri, et en plus elles passent beaucoup de leur temps à mettre à l'abri, tu vois, au sens large du terme, d'autres personnes, et de moment je me sens un petit peu pas coupable, mais je me dis c'est un peu facile d'avoir fait ce parcours-là, mais bon, c'est comme ça. Attends, juste après, on a tous le syndrome de l'imposteur, même Ouais. après Ah 10 bah ouais, ventes ça. de boîte, c'est pas le sujet. Vous avez recruté avant la vente jusqu'à 30 personnes. Enfin, je veux dire, tu vois. Mais c'est important de le rappeler. C'est vrai. Aussi que tu dis, je t'ai centré sur moi parce que c'est ton aventure entrepreneuriale, mais c'est une aventure collective, des gens qui ont grandi avec vous. Voilà, je veux juste mettre. T'as totalement raison, parce que j'allais connecter à un autre sujet, qui est que je pense que néanmoins, pendant tout ce temps-là, même toi, t'es pas obligé d'être dans une ONG pour apporter de la valeur à la société aussi. Je pense que l'entreprise apporte énormément de valeur à la société. Je pense que en bossant chez Brevo aujourd'hui, chez Captain et chez Brevo, où t'as donc 800-900 personnes de plein de nationalités différentes, où moi j'ai vraiment un engagement, tu vois, quand même assez humain. C'est de la vente, c'est des sales, tu passes beaucoup de temps avec eux. C'est un métier qui est très dur, tu as beaucoup de hauts et bas, donc tu essaies de les accompagner, d'être avec eux, etc. Enfin, moi j'essaie vraiment de le faire. Voilà, t'apportes une vraie valeur aussi, quoi. Mais un truc vraiment, forcément se pose la question de dire, ok, comment je peux rendre, je sais pas rendre, parce que j'ai pas pris j'ai pris à personne, tu vois, je l'ai créé, quoi. Mais ouais, moi, mon père, il disait souvent, comment je peux accélérer des choses auxquelles je tiens. Ouais, voilà. Mon père, il disait souvent, t'es né dans une famille qui est pas là pour se servir, mais pour servir. Et ça, c'est quelque chose. Pourquoi il disait ça ? Parce que il avait je pense, il avait une vision assez droite de ce que doit être quelqu'un. Très républicaine. Et ouais, très bien sûr républicaine, mais bon, je suis issu d'une famille provinciale, bourgeoise ou aristocratique, tu vois, de province, tu vois, mais du côté de mon père c'était propriétaire terrien, du côté de ma mère mon grand-père était notaire à Toulouse, donc voilà, c'est des familles qui ont de la chance, en fait. Et comme elles ont de la chance, elles sont pas là pour prendre plus, elles sont là pour essayer d'aider, au contraire. Et voilà. Et ça, nous, il nous a tous toujours éduqués là-dedans. Est-ce que je le fais aujourd'hui ? Je pense que je le fais via mon entreprise à ma petite échelle. Et du coup, pour demain, je pense que je pourrais le faire encore un petit peu plus, et j'aimerais essayer de le faire un peu plus. Et je commence un petit peu.
L'autre jour, à un dîner avec des entrepreneurs, pareil, qui avaient cédé leur boîte, il y en a un qui écoute tout depuis le premier épisode. Ah ouais. On a des vrais gros Des fans, d'ailleurs que je salue tous et toutes. On a les débriefs chaque semaine après chaque sortie. Celui-là j'aimais bien, celui-là j'aimais moins bien. Et donc quand on a pu discuter un peu, j'ai dit mais merci pour tous les retours ultra positifs, mais est-ce qu'il y a quand même des choses qui vous manquent, qu'on dit pas assez? Et un des sujets, alors parfois on l'aborde, mais pas à chaque fois. J'ai 2 questions qui me viennent en tête. Un, ça on l'aborde plus souvent, le rapport. T'as des enfants ou pas? Ouais. Donc 4. le rapport, oui, c'est ça. Argent-enfant, premier sujet. Deuxième sujet, le rapport argent-pote. Et la question qu'on m'a posée, demande-leur si quand ils vont au resto avec leurs copains, du coup, est-ce qu'ils se sentent obligés de payer parce que la tournée à tout le monde, parce que on a les moyens, ou au contraire, je ne veux pas changer. Voilà. J'ai cette question-là très précise qui me revient en tête et je te la pose. Bah, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Alors le côté argent-enfant, alors je suis vraiment un piètre ingénieur patrimonial, c'est-à-dire que je n'ai, pour ainsi dire, pour l'instant, quasiment rien fait de ce que j'ai pu toucher. Donc, alors, me parler de la façon, ça va t'intéresser, elle me parlait de la façon dont tu transmets ça, comment t'anticipes et tout. Moi, je suis complètement... au-delà de la mise en place plus patrimoniale, c'est qu'est-ce que tu as décidé? Est-ce que tu as décidé de leur dire que tu avais vendu? Ouais. Voilà. Enfin, ça, oui, ils sont au courant. Puis de toute façon, enfin, tu vois, moi, je bosse 3 jours par semaine à la maison, donc ils voient ce qui se passe. Ils comprennent pas ce que je fais. Vite fait, moi, mon dernier fils, quand tu demandes le métier que je fais, il envoie des messages sur son téléphone. Donc, tu vois, c'est bon. En même temps, il a 4 ans, on va pas lui en vouloir. Oui. Mais même, tu vois, j'ai mon aîné, elle a 13 ans. Bon, elle sait en gros ce que je fais et tout. Elle sait que j'ai vendu. Non. Et puis, bien sûr, elle entend des choses. Ouais. Et alors, la dernière question avec les copains. La dernière question avec les copains. Alors, c'est marrant parce que j'ai eu des discussions comme ça. En fait, moi, j'ai pas. Comment dire? Moi, j'ai pas fêté le deal. J'ai pas fêté le deal avec mes amis, etc. Pour moi, en fait, c'est. C'était une fête interne. Non, mais c'est juste que ça, je sais pas pourquoi ça se fête pas. En fait, j'ai pas été éduqué dans l'amour de l'argent. C'est pas l'argent que tu non, peux mais fêter. la réussite. Tu vois, mettre étaler le fait que ouais, j'ai réussi, que j'ai de la thune. C'est pas du tout ma nature. C'est vraiment quelque chose d'ailleurs, j'ai jamais été. Franchement, c'est pas ma nature d'être vraiment fasciné par l'argent. On avait une discussion très souvent. Avec mes associés qui étaient ok, mais à combien en fait tu lâches? C'est quoi le montant auquel tu lâches là? En dessous de quel montant tu lâches aujourd'hui personnellement et tout? J'étais incapable de répondre à ces questions pendant super longtemps et j'étais capable d'y répondre jusqu'à ce que le montant arrive. à partir du moment où il y a des montants qui commencent à arriver, parce que en fait fondamentalement j'ai pas une fascination extrêmement poussée pour ça, et honnêtement je sais pas trop quoi en faire une fois que je l'ai. Alors, j'ai envie de m'acheter une maison. Le premier truc que j'ai fait, et c'est le seul truc que j'ai fait pour l'instant, c'est que je me suis acheté un piano. J'en rêvais depuis des années. Je me suis acheté un super beau piano. Génial. Mais c'est le seul truc que j'ai fait. Et après, et donc voilà. Donc ouais, moi parfois, oui, je suis avec plusieurs potes et quand ils sont là, je fais ma tournée et je me pose pas la question. Et j'espère, tu vois, qu'ils se posent pas la question, qu'ils se disent ouais, c'est parce que il a fait un deal et tout, tu vois. Bien sûr, ils le savent que j'ai fait un deal et tout, mais j'aimerais garder le truc le plus naturellement possible. Je le fais, je le fais pas, et puis basta, tu vois. Donc voilà, je vois très bien. Je me pose pas trop la question, mais j'ai eu des potes qui m'ont dit, mais attends, on n'a jamais fêté le deal ensemble. Et en fait, je suis un peu gêné de faire ça. Voilà, bon, c'est que du pro. Et puis après, après, au bout de 2 ans, t'es là, bon, ça fait 2 ans, les gars. Ouais, ça fait 2 ans, les gars. Ouais. Mais après, voilà, moi, j'ai des potes qui ont fait des trucs qui étaient hyper cool, qui ont amené tous leurs meilleurs potes en bateau, je sais plus où, tu vois, un gros week-end, ils ont tout. Et ça, et en même temps, ça, je trouve ça génial. Et pourquoi pas le faire, tu vois? Ce qui est certain, c'est qu'on peut s'offrir des moments aussi, des souvenirs, en tout exactement. cas. Et ça, pourquoi pas? Et que du coup, quand je t'ai demandé sur quoi t'avais fêté le deal, tu m'as dit que j'ai quand même fêté, c'est-à-dire dans ma... Oui, avec
Dans ta tête? Non, dans ma tête, mais je veux dire, les soirées n'ont pas la même saveur avant et après la Ouais. signature. En tout cas, on va finir dans ta tête, Axel, avec ce soir, je m'en vais de Dombrance Remix. Merci. Merci Très à très toi. chouette. Merci à toi, merci pour l'invitation. Tu- C'était cool, c'est la première fois que j'en parle, moi, de tout ça. En vrai. Moi aussi. Merci. Non, mais vraiment très très chouette. En plus, il y a toujours ce questionnement quand on reçoit des entrepreneurs qui sont encore dans la boîte, de se dire attends, est-ce qu'ils vont vraiment jouer le jeu? Il y a une anecdote que t'as pas partagée, c'est la vérité si je mens. Ah ouais, c'était au tout début, on l'appelle comme ça parce que au tout début, on avait un très gros client qui enfin allait arriver. Mais c'était dur, il y a un appel d'offres qui a été très long, etc. Et ils insistaient énormément sur mais vous êtes combien quoi chez Carving Labs à l'époque? Oh, on est une grosse dizaine et tout, mais en fait on était 7, tu vois, un truc comme ça. On disait une quinzaine, je crois, un truc comme ça. Et puis cette question revenait, et puis il me dit non mais il faut qu'on passe dans vos bureaux un jour, c'est pas possible et tout. Oh, panique, il faut qu'il passe dans les bureaux et tout. C'était un tout petit bureau dans le 10e. Je vais pas te faire le coup du garage, mais c'était vraiment vraiment pas loin. On était dans le 10e, un truc sans fenêtre. On a bien resté 4 ans dedans. Et mais c'était cool. Il y a des archis qui étaient à côté, qui faisaient des teufs de temps en temps. C'était super sympa. Et bref, ils décident absolument de venir quoi. Et donc là, on a appelé des potes d'une autre boîte et ils nous ont loué leurs salariés pendant une journée. Et donc, Tu t'as vraiment payé? Non. Ah non, ils vous les ont prêtés Ils nous quoi. ont prêté, quoi. Ils nous ont prêté leurs salariés, ils sont venus avec leur ordi, leur écran noir et tout machin, et puis ils sont arrivés, ils ont fait tiens, je bosse pour Carving Labs quoi. Et ah ouais, super, effectivement, c'est une quinzaine et tout, puis ils sont cassés, puis les autres sont rentrés chez eux. Axel, je dois partir chez un client très important là. Qui nous a dit ça il y a pas longtemps? Je l'ai plus, mais oui, t'es pas le premier à... Ouais, donc ça Ouais. c'est quand même un gros pari parce que tu sens quand même que t'es vraiment en train de, Ouais. là clairement tu dépasses un peu les limites quoi. Et là, c'est pas ouf. Acteur Studio. Hein. Si les mecs sont mauvais... Et vous faites quoi? Ah bah ça c'est du Python. Tu sais que le mec il connaît pas. Enfin, je sais pas. Je dis n'importe quoi. Je sais pas ce que c'est. Ah non, les gars on était un peu tendus quand on l'a fait. Et je dis pas que c'est grâce à ça que le truc a signé, mais bon, tu vois, c'est un moment. On se marre quoi. C'est vraiment comme la vérité si je mens où tu sais, il vous l'apporte et en fait derrière il y a pas d'immeuble, il y a une chèvre au lieu d'avoir les 2000 personnes qui sont dans son usine quoi. Eh ben merci. Merci à toi, merci à vous. Merci à vous. Merci à tous les deux.